Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture du roman Le Bagnard de l'Opéra d'Alexandre Dumas, célèbre romancier du 19e siècle, connu pour de nombreuses œuvres, dont celle-ci qui est parue en 1844. Alors dans ce court roman, Dumas nous fait vivre les surprenantes pérégrinations d'un dandy faux-monnayeur. Je vais donc poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Vous oubliez que je vous ai avoué que je n'étais pas baron. Je suis un paysan, monsieur, un simple paysan, qui, par mon intelligence, me suis levé au-dessus de mon état. Seulement, silence. Je vous en supplie. Vous comprenez que si monsieur de Macarty savait que je suis un paysan, il ne me donnerait pas sa fille. Vous tenez donc énormément à ce mariage ? Je vous l'ai dit, c'est le seul moyen de me faire cesser les spéculations hasardeuses auxquelles je suis forcée de me livrer. Je verrai cette jeune fille. Ce soir ? Ce soir. Où la retrouverai-je ? Là où je l'ai vue. Sur cette borne ? Oui. Elle y est encore, vous croyez ? J'en suis sûre. Allons. Il se leva vivement, s'élança vers la porte, je le suivis. Nous sortîmes. Je demeurais à 500 pas à peine de chez lui. En arrivant au coin de la rue Taitbout et de celle du Helder, il s'arrêta. Et me montrant du doigt quelque chose d'informe que l'on distinguait à peine dans l'ombre. « Là, là !» dit-il. « Quoi là ?»« Elle ?»« Cette jeune fille ?»« Oui. Moi je rentre par la rue du Helder. La maison, comme vous le savez, a une double entrée. Allez à elle. J'y vais. Attendez. Un dernier service, je vous prie. Il me semble que je deviens fou, j'ai le vertige, tout tourne autour de moi. Votre bras, docteur, conduisez-moi jusqu'à la petite porte. Volontiers. Je lui pris le bras. Il chancelait véritablement comme un homme ivre. Je le conduisis jusqu'à la porte. Merci, docteur, merci. Je vous suis bien reconnaissant, je vous jure. Et si vous étiez un de ces hommes qui font payer les services qu'ils rendent, je vous paierais celui-ci que vous voudriez. Bien, nous voilà. Vous viendrez demain, n'est-ce pas, me rendre réponse? J'irai bien chez vous. Mais dans la journée, je n'oserais sortir. J'aurais peur de la rencontrer. Je viendrai. Adieu, docteur. Il sonna, on ouvrit. Un instant, dis-je en le retenant. Le nom de cette femme, Marie Granger. Bien, au revoir. Il rentra et je remontai la rue du Helder pour rentrer dans la rue Taitbout. En arrivant à l'angle des deux rues, là où j'avais entrevu cette femme, j'entendis une rumeur et je vis un groupe assez considérable qui s'agitait dans l'ombre. Je courus. Une patrouille qui passait avait aperçu cette malheureuse et comme interrogée sur ce qu'elle faisait là à 2 heures du matin, elle n'avait pas voulu répondre. Cette patrouille la conduisit au corps de garde. La pauvre femme marchait au milieu des gardes nationaux, portant entre ses bras son enfant qui pleurait. Mais elle ne versait pas une larme. Elle ne poussait pas une plainte. Je m'approchai aussitôt du chef de la patrouille. « Pardon, monsieur, lui dis-je, mais je connais cette femme. » Elle leva la tête vivement et me regarda. « Ce n'est pas lui, dit-elle, et elle laissa retomber sa tête. « Vous connaissez cette femme, monsieur ?» me répondit le caporal. « Oui, elle se nomme Marie Granger et elle est du village de Trouville. »« C'est mon nom. C'est celui de mon village. Qui êtes-vous, monsieur? Au nom du ciel, qui êtes-vous? Je suis le docteur Fabien et je viens de sa part. »« De la part de Gabriel? » ?»« Oui. »« Alors, messieurs, laissez-moi aller, je vous en supplie. Laissez-moi aller avec lui. »« Vous êtes bien le docteur Fabien ?» me demanda alors le chef de la patrouille. « Voici ma carte, monsieur. »« Et vous répondez de cette femme? » ?»« J'en réponds. »« Alors, monsieur, vous pouvez l'emmener. »« Merci. » Je présentai le bras à la pauvre fille, mais me montrant d'un geste son enfant qu'elle était obligée de porter. « Je vous suivrai, monsieur, dit-elle. Où allons-nous ? Chez moi. »
10 minutes après, elle était dans mon cabinet, assise à la place même où, une demi-heure auparavant, était assis le prétendu baron de Faverne. L'enfant, couché sur une bergère, dormait dans la chambre à côté. Il se fit entre nous un long silence, qu'elle interrompit la première. « Eh bien, monsieur, dit-elle, que voulez-vous que je vous raconte ? » ?»« Ce que vous croirez nécessaire que je sache, madame. Remarquez que je ne vous interroge pas. J'attends que vous parliez. Voilà tout. Hélas, ce que j'ai à vous dire est bien triste. Et cependant, cela n'a aucun intérêt pour vous. Toute douleur physique ou morale est de mon ressort. Ainsi, ne craignez donc pas de me confier la vôtre, si vous croyez que je puisse la soulager. Ah, pour la soulager, il n'y a que lui, dit la pauvre femme. Eh bien, puisque c'est lui qui m'a chargé de vous voir, tout espoir n'est pas perdu. Alors, écoutez-moi. Mais songez en m'écoutant que je ne suis qu'une pauvre paysanne. Vous me le dites et je vous crois. Cependant, à vos paroles, on pourrait vous croire d'une condition plus élevée. Je suis fille du maître d'école du village où je suis née. Cela vous expliquera tout. J'ai donc reçu un semblant d'éducation, je sais lire et écrire un peu mieux que ne le font les autres paysannes, voilà tout. Alors vous êtes du même pays que Gabriel, pardon. Oui. Seulement, j'ai 4 ou 5 ans de moins que lui. Aussi loin que je puis me le rappeler, je le vois assis, avec une vingtaine d'autres garçons du village que réunissait mon père au bout d'une longue table toute déchiquetée par les noms et les dessins qui traçaient avec leurs canifs les écoliers auxquels mon père apprenait à lire, à écrire et à compter. C'était le fils d'un brave métayer, dont la réputation d'honnêteté était proverbiale. Son père vit-il encore ? Oui, monsieur. Mais il a cessé de voir son fils alors. Il ignore où il est et le croit parti pour la Guadeloupe. Mais attendez, chaque chose viendra à son tour. Excusez mes longueurs, mais j'ai besoin de vous raconter les choses en détail pour que vous nous jugiez tous deux. Gabriel, quoique grand pour son âge, était faible et maladif. Aussi était-il presque toujours menacé, même par des enfants plus jeunes que lui. Je me rappelle alors qu'il n'osait plus sortir avec les autres à l'heure où les écoliers retournent chez leurs parents, et que presque toujours, mon père le trouvait sur l'escalier, où il s'était réfugié de peur d'être battu, et où l'on osait le venir chercher. Alors mon père lui demandait ce qu'il faisait là, et le pauvre Gabriel lui répondait en pleurant qu'il avait peur d'être battu. Aussitôt, mon père m'appelait et me donnait pour escorte au pauvre fugitif, qui, sous ma protection, revenait chez lui sain et sauf. Car devant moi, la fille du maître d'école, nul n'osait le toucher. Il en résulta que Gabriel parut me prendre dans une grande affection, et que nous contractâmes l'habitude d'être ensemble. Seulement, de sa part, cette affection était de l'égoïsme, et de la mienne, de la pitié. Gabriel apprenait difficilement à lire et à calculer, mais pour l'écriture, il avait une très grande facilité. Non seulement il possédait en propre une écriture magnifique, mais encore il avait la singulière aptitude d'imiter les écritures de tous ses camarades, et cela à tel point que l'imitation rapprochée de l'original rendait l'auteur même indécis. Les enfants riaient et s'amusaient de ce singulier talent, mais mon père secouait tristement la tête et disait souvent « Crois-moi, Gabriel, ne fais pas de ces choses-là, cela tournera mal. » « Bah, comment voulez-vous que ça tourne, monsieur Granger ?» disait Gabriel. « Je serai maître d'écriture, quoi. Voilà tout, au lieu d'être garçon de charrue. » Ce n'est pas un état que d'être maître d'écriture dans un village, disait mon père. « Eh bien, j'irai exercer à Paris, » répondait Gabriel. Quant à moi, qui ne voyais pas le mal qu'il pouvait y avoir à imiter l'écriture des autres, ce talent qui, chaque jour, faisait chez Gabriel de nouveaux progrès, m'amusait beaucoup. Car Gabriel ne se bornait plus à imiter les écritures seules. Gabriel imitait tout. Une gravure lui était tombée entre les mains, et avec une patience miraculeuse, il l'avait copiée, ligne pour ligne,
avec une telle exactitude. Que n'eût été la grandeur du papier et la couleur de l'encre, il eût été difficile de dire, à l'inspection de l'original et de la copie, quelle était l'œuvre de la plume et quelle était l'œuvre du burin. Le pauvre père, qui voyait dans cette gravure ce qu'elle était réellement, c'est-à-dire un chef-d'œuvre, la fit encadrer par le vitrier du village et la montra à tout le monde. Le maire et l'adjoint la vinrent voir et le maire s'en alla en disant à l'adjoint « Ce garçon-là a sa fortune au bout des doigts. » Gabriel entendit ces paroles. Mon père lui avait appris tout ce qu'il pouvait lui apprendre. Gabriel rentra dans sa métairie. Comme il était l'aîné de 2 autres enfants et que Thomas n'était pas riche, il lui fallut commencer à travailler. Mais le travail de la charrue lui était insupportable. Tout au contraire des paysans, Gabriel aurait voulu se coucher et se lever tard. Son grand bonheur était de veiller jusqu'à minuit et de faire avec sa plume toutes sortes de lettres ornées, de dessins et d'imitations. Aussi l'hiver était-il son temps heureux, et l'éveil, ses heures de fête. D'un autre côté, son dégoût pour les travaux de l'agriculture faisait le désespoir de son père. Thomas Lambert n'était pas assez riche pour garder chez lui une bouche inutile. Il avait cru que la présence de Gabriel lui épargnerait un garçon de charrue. Il vit à son grand regret qu'il s'était trompé. Chapitre 12. Départ pour Paris. Un jour, heureusement ou malheureusement, le maire qui avait prédit que Gabriel avait une fortune au bout des doigts revint faire une visite au père Thomas. Il lui proposa de prendre Gabriel comme son secrétaire à raison de 150 francs par an et la nourriture. Gabriel accueillit la proposition comme une bonne fortune, mais le père Thomas secoua la tête en disant « Où cela te mènera-t-il, garçon ?» Tous deux n'en acceptèrent pas moins l'offre du maire, et Gabriel quitta définitivement la charrue pour la plume. Nous étions restés bons amis. Gabriel paraissait même avoir de l'amour pour moi. Quant à moi, je l'aimais de tout mon cœur. Tous les soirs, comme c'est l'habitude dans les villages, nous allions nous promener ensemble, tantôt sur les bords de mer, tantôt sur les rives de la Touques. Personne ne s'en tourmentait. Nous étions pauvres tous deux, nous nous convenions donc parfaitement. Seulement Gabriel semblait avoir un ver rongeur dans l'âme. Ce ver rongeur, c'était le désir de venir à Paris. Il était convenu que s'il venait à Paris, il y ferait fortune. Paris était donc pour nous le fond de toute conversation. Paris était la ville magique qui devait nous ouvrir à tous deux la porte de la richesse et du bonheur. Je me laissais aller à la fièvre qui l'agitait, et je répétais dans mon côté « Oh oui, Paris, Paris !» Dans nos rêves d'avenir, nous avions toujours si bien enchaîné l'une à l'autre nos 2 existences que je me regardais d'avance comme la femme de Gabriel. Quoique jamais un mot de mariage n'eût été échangé entre nous, quoique jamais, je dois le dire, aucune promesse n'eût été faite. Le temps s'écoulait. Gabriel, à même de se livrer à son occupation favorite, écrivait toute la journée. Tenait tous les registres de la mairie avec une propreté et un goût admirables. Le maire était enchanté d'avoir un tel secrétaire. L'époque des élections arrivait. Un des députés qui devait se mettre sur les rangs était déjà en tournée. Il vint à Trouville. Gabriel était la merveille de Trouville. On lui montra les registres de la mairie et le soir, Gabriel lui fut présenté. Le candidat avait rédigé une circulaire. Mais il n'y avait d'imprimerie qu'au Havre. Il fallait envoyer le manifeste à la ville et c'était 3 ou 4 jours de retard. Or, la distribution du manifeste était urgente, le candidat ayant rencontré une opposition plus grande qu'il ne s'y attendait. Gabriel proposa de faire, dans la nuit et dans la journée du lendemain, 50 circulaires. Le député lui promit 100 écus s'il lui livrait les 50 exemplaires dans les 24 heures. Gabriel répondit de tout. Et au lieu de 50 manifestes, on en livra 70.
Le candidat, au comble de la joie, lui donna 500 francs au lieu de 300 et lui promit de le recommander à un riche banquier de Paris qui, sur sa recommandation, le prendrait probablement pour secrétaire. Gabriel accourut, ce soir-là, ivre de joie. « Marie, me dit-il, Marie, nous sommes sauvés. Avant un mois, je partirai pour Paris, j'aurai une bonne place, et alors je t'écrirai, et tu viendras me rejoindre. » Je ne pensais même pas à lui demander si c'était comme sa femme, tant l'idée était loin de moi que Gabriel pût me tromper. Je lui demandai alors l'explication de cette promesse, qui était encore une énigme pour moi. Il me raconta tout, me dit la protection du banquier et me montra un papier imprimé. « Qu'est-ce que ce papier ?» lui demandai-je. « Un billet de 500 francs, dit-il. »« Comment ?» m'écriai-je, ce chiffon de papier vaut 500 francs ? »« Oui, dit Gabriel. Et si nous en avions seulement 20 comme celui-là, nous serions riches. » « Cela nous ferait 10 000 francs, repris-je. Pendant ce temps, Gabriel dévorait le papier des yeux. « À quoi penses-tu, Gabriel ?» lui demandai-je. « Je pense, dit-il, qu'un pareil billet n'est pas plus difficile à imiter qu'une gravure. »« Oui, mais, lui dis-je, cela doit être un crime. »« Regarde, dit Gabriel, et il me montra ces 2 lignes écrites au bas du billet. La loi punit de mort le contrefacteur. »« Ah, sans cela, s'écria-t-il, nous en aurions bientôt 10, et 20, et 50. »« Gabriel, repris-je toute frissonnante, que dis-tu donc là ? » ?»« Rien, Marie, je plaisante. » Et il remit le billet dans sa poche. 8 jours après, les élections eurent lieu. Malgré les circulaires, le candidat ne fut point nommé. Après son échec, Gabriel se présenta chez lui pour lui rappeler sa promesse. Mais il était déjà parti. Gabriel revint au désespoir. Selon toute probabilité, le député manqué oublierait la promesse qu'il avait faite au pauvre secrétaire de la mairie. Tout à coup, une idée parut germer dans son esprit. Il s'y arrêta, en souriant. Puis, au bout d'un instant, il dit « Heureusement que j'ai gardé l'original de cette bête de circulaire. » Et il me montra cet original, écrit et signé de la main du candidat. « Et que feras-tu de cet original ?» lui demandai-je. « Oh, mon Dieu, rien du tout, répondit Gabriel. Seulement dans l'occasion, ce papier pourrait me rappeler à son souvenir. » Puis il ne me parla plus de ce papier, et parut avoir oublié jusqu'à l'existence de la circulaire. 8 jours après, le maire vint trouver Thomas Lambert, une lettre à la main. Cette lettre était du candidat qui avait échoué. Contre toute attente, il avait tenu sa promesse et écrivait au maire qu'il avait trouvé chez un des premiers banquiers de Paris une place de commis pour Gabriel. Seulement, on exigeait un surnumérariat de 3 mois. C'était un sacrifice de temps et d'argent nécessaire. Après quoi, Gabriel toucherait 1800 francs d'appointement. Gabriel accourut me faire part de cette nouvelle, mais en même temps qu'elle le comblait de joie, elle m'attristait profondément. J'avais bien parfois, excitée par les rêves de Gabriel, désiré Paris comme lui, mais pour moi, Paris était seulement un moyen de ne pas quitter l'homme que j'aimais. Toute mon ambition, à moi, se bornait à devenir la femme de Gabriel. Et la chose me paraissait bien plus assurée avec l'humble et monotone existence du village que dans le rapide et ardent tourbillon de la capitale. À cette nouvelle, je me mis donc à pleurer. Gabriel se jeta à mes genoux et essaya de me rassurer par ses promesses et par ses protestations. Mais un pressentiment profond et terrible me disait que tout était fini pour moi. Cependant, le départ de Gabriel était décidé. Thomas Lambert consentait à faire un petit sacrifice. Le maire, moyennant l'hypothèque, bien entendu, lui prêta 500 francs. Et comme personne ne savait la libéralité du candidat, Gabriel se trouva possesseur d'une somme de 1000 francs. Il fut convenu pour tout le monde qu'il partirait le même soir pour Pont-l'Évêque,
d'où une voiture devait le conduire à Rouen. Mais entre nous deux, il fut arrêté qu'il ferait un détour et reviendrait passer la nuit auprès de moi. Je devais laisser la croisée de ma chambre ouverte. C'était la première fois que je recevais ainsi, et j'espérais être aussi forte dans cette dernière entrevue contre lui et contre mon cœur que je l'avais toujours été. Hélas, je me trompais. Sans cette nuit, je n'eusse été que malheureuse. Par cette nuit, je fus perdue. Au point du jour, Gabriel me quitta, il fallait nous séparer. Je le reconduisis par la porte du jardin qui donnait sur les dunes. Et là, il me renouvela toutes ses promesses. Là, il me jura de nouveau qu'il n'aurait jamais d'autre femme que moi, et il endormit du moins mes craintes. S'il n'endormit point mes remords. Nous nous quittâmes. Je le perdis de vue au coin du mur. Mais je courus pour le revoir encore, et en effet, je l'aperçus qu'il suivait d'un pas rapide le sentier qui conduisait à la grande route. Il me sembla qu'il y avait dans la rapidité de ce pas quelque chose qui contrastait singulièrement avec ma douleur à moi. Je le rappelai par un cri. Il se retourna, agita son mouchoir en signe d'adieu et continua son chemin. En tirant son mouchoir, il fit sans s'en apercevoir tomber un papier de sa poche. Je le rappelai, mais sans doute de peur de se laisser attendrir, il continua son chemin. J'accourus après lui. J'arrivai jusqu'à la place où le papier était tombé, et je le trouvai à terre. C'était un billet de 500 francs. Seulement, il était sur un autre papier que celui que j'avais vu. Alors je rassemblai toutes mes forces et j'appelai Gabriel une dernière fois. Il se retourna, me vit agiter le billet, s'arrêta, fouilla dans toutes ses poches, et s'apercevant sans doute qu'il avait perdu quelque chose, revint vers moi en courant. « Tiens, lui dis-je, tu avais perdu ceci. Et j'en suis bien heureuse, puisque je peux t'embrasser encore une dernière fois. » « Ah, me dit-il en riant, c'est pour toi seule que je reviens, chère Marie, car ce billet ne vaut rien. » « Comment il ne vaut rien ? » ?»« Non, le papier n'est point pareil à celui-ci. » Et il tira l'autre billet de sa poche. « Eh bien, qu'est-ce que ce billet alors ? » Un billet que je me suis amusée à imiter, mais qui n'a aucune valeur. Tu vois bien, chère Marie, c'est pour toi seule que je reviens. Et comme pour me donner une dernière preuve de cette vérité, il déchira le billet en petits morceaux et abandonna les morceaux au vent. Puis il me renouvela encore une fois ses promesses et ses protestations. Et comme le temps pressait et qu'il sentait que je n'avais plus la force de me tenir debout, il m'assit sur le bord du fossé, me donna un dernier baiser et partit. Je le suivis des yeux, et les bras étendus vers lui, tant que je pus le voir. Puis, lorsqu'un détour du chemin me l'eut dérobé, je cachai ma tête entre mes deux mains, et je me mis à pleurer. Je ne sais combien de temps je restai ainsi concentrée et perdue dans ma douleur. Je revins à moi au bruit que j'entendais autour de moi. Ce bruit était occasionné par une petite fille du village qui faisait paître ses brebis et qui me regardait avec étonnement, ne comprenant rien à mon immobilité. Je relevai la tête. « Tiens, dit-elle, c'est vous, mademoiselle Marie ? Pourquoi donc vous pleurez ?» J'essuyai mes yeux en tâchant de sourire. Et puis, comme pour me rattacher à lui par les choses qu'il avait touchées, je me mis à ramasser les morceaux de papier qu'il avait jetés au vent. Enfin, songeant que mon père pouvait se lever et s'inquiéter où j'étais, je repris hâtivement le chemin de la maison. J'avais fait 20 pas à peine que j'entendis qu'on m'appelait. Je me retournai et je vis que la petite bergère courait après moi. Je l'attendis. « Que me veux-tu, mon enfant ?» lui demandai-je. « Mademoiselle Marie, me dit-elle, j'ai vu que vous ramassiez tous les petits papiers. En voilà un que vous avez oublié. » Je jetai les yeux sur ce que l'enfant me présentait. C'était en effet un fragment du billet, si habilement imité par Gabriel. Je le pris des mains de la petite fille et je jetai des yeux dessus. Par un hasard étrange, c'était la portion du billet sur laquelle était écrite cette fatale menace. La loi punit de mort le contrefacteur.
Je frissonnais sans pouvoir comprendre d'où me venait la terreur, qui instinctivement s'emparait de moi. À ces 2 lignes seules, peut-être, on eût pu s'apercevoir que le billet était imité. Il était visible que la main de Gabriel avait tremblé en les écrivant, ou plutôt en les gravant. Je laissais tomber tous les autres morceaux, et je ne conservais que celui-là. Je rentrais sans que mon père m'aperçût, mais en entrant dans cette chambre où Gabriel avait passé la nuit, tout en moi éveilla un remords. Tant qu'il avait été là, la confiance que j'avais en lui m'avait soutenue. Lui, absent, chacun des détails qui devaient atténuer cette confiance revenait à mon souvenir, et je me sentis véritablement isolée avec ma faute. Chapitre 13. Confession. 8 jours s'écoulèrent sans que j'eusse aucune nouvelle de Gabriel. Enfin, le matin du 8e jour amena une lettre de lui. Il était arrivé à Paris, avait été installé, disait-il, chez son banquier, et demeurait en attendant dans un petit hôtel de la rue des Vieux Augustins. Puis venait une description de Paris, de l'effet que la capitale avait produit sur lui. Il était ivre de joie. Un post-scriptum m'annonçait que dans 3 mois, je partagerais son bonheur. Au lieu de me tranquilliser, cette lettre m'attrista profondément, et cela sans que je puisse comprendre pourquoi. Je sentais qu'un malheur planait au-dessus de ma tête et était prêt à s'abattre sur moi. Je lui répondis cependant comme si j'étais joyeuse de sa joie. J'avais l'air de croire à cet avenir qu'il me promettait et qu'une voix intérieure me criait n'être point fait pour moi. 15 jours après, je reçus une seconde lettre. Celle-là me trouva dans les larmes. Hélas, si Gabriel ne tenait pas sa promesse envers moi, j'étais une fille déshonorée. Dans 8 mois, j'allais être mère. Je balançais quelque temps pour savoir si j'annoncerais cette nouvelle à Gabriel, mais je n'avais que lui au monde à qui je puisse me confier. D'ailleurs, il était de moitié dans ma faute, et si quelqu'un me soutenait, il était juste que ce fût lui. Je lui répondis donc de hâter autant qu'il le pourrait l'instant de notre réunion, en lui disant qu'à l'avenir, ses efforts auraient pour but non seulement notre bonheur, mais encore celui de notre enfant. Je m'attendais à recevoir une lettre poste pour poste, ou plutôt, à peine cette lettre envoyée, je tremblais de n'en plus recevoir du tout. Car, ainsi que je l'ai dit, un sourd pressentiment me criait que tout était fini pour moi. En effet, ce ne fut pas à moi que Gabriel répondit, mais à son père. Il lui annonçait que le banquier chez lequel il était placé, ayant des intérêts majeurs à la Guadeloupe, ayant reconnu chez lui plus d'intelligence que chez ses compagnons de bureau, venait de le charger d'aller régler ses intérêts, lui promettant à son retour de l'associer pour une part dans ses bénéfices. En conséquence, il annonçait qu'il partait le jour même pour les Antilles et qu'il ne pouvait fixer l'époque de son retour. Et c'est là que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée. À bientôt.